Bienvenue à la formation sur la phase 3 de VDF 2019, l'analyse des données et les principaux résultats. Nous commencerons la formation par une brève présentation introductive du programme de formation. Comme vous vous en souvenez tous, la mise en œuvre du projet VDF 2019 comporte 3 phases. La première était la phase préparatoire au cours de laquelle nous avons formé des CNN, sélectionner des zones menacées et des partenaires et former les partenaires. Ensuite, nous sommes passés à la phase de collecte au cours de laquelle nous avons recueilli et saisi des données sur l'outil Survey-Gizmo en fonction de la taille de l'échantillon. Nous passons maintenant à la troisième phase qui porte sur l'analyse des données et les principaux résultats. La durée prévue de la formation est de 2 heures avec un accent mis sur comment identifier les tendances et tirer des conclusions. La formation commencera par la compréhension du programme de formation, ce que vous pourrez voir maintenant sur vos écrans. Elle sera suivie d'une brève présentation sur la mise en œuvre du projet et ses échéances. Nous consacrerons près de 100 minutes à la session centrale, c'est-à-dire comment identifier les tendances et tirer des conclusions, qui comprend une session de questions et réponses. À la fin, nous saurons ce qu'il faut inclure dans le rapport de conclusion. Jetons maintenant un coup d'œil aux échéanciers de la mise en œuvre et regardons où nous en sommes actuellement. Commençons par passer brièvement en revue les phases de mise en œuvre du projet et les échéances correspondantes pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui. Comprenons où nous en sommes par rapport au plan du travail global en ce qui concerne les 3 phases de mise en œuvre du projet. Le projet VDF 2019 a débuté en août 2018. La première série de formations sur les 2 premières phases s'est déroulée en septembre et novembre 2018 dans les 3 régions. La collecte et le téléchargement des données sur Survey-Gizmo ont été entrepris de février 2019 à août 2019. Certains pays sont encore en train de télécharger leurs données et nous espérons qu'ils auront bientôt fini. Actuellement, nous entreprenons la deuxième série de formations portant sur la troisième phase, c'est-à-dire sur l'analyse des données et les principaux résultats. Dans l'ensemble, nous accusons un retard de près de 3 mois par rapport au plan de travail initial. Il s'agit d'un aperçu général des prochaines étapes et des échéances révisées. Aujourd'hui, nous allons comprendre comment procéder à l'analyse des données et en tirer des conclusions. Nous comprendrons également le cadre attendu pour le rapport de conclusion qui doit nous être soumis d'ici le 30 septembre 2019. Après la présentation du rapport de conclusion, nous commencerons par l'élaboration de plans d'action locale en présentant les résultats aux communautés et en discutant sur les actions clés à entreprendre pour accroître la résilience. Dès le début de l'année prochaine, nous commencerons la mise en œuvre des plans d'action locale. Vers juin 2020, nous allons commencer à élaborer les rapports nationaux qui seront suivis d'ateliers nationaux multipartites. Les rapports nationaux seront finalisés d'ici la fin août 2020. Voici les principaux produits livrables. Bien entendu, l'équipe de VDF continuera à offrir un soutien et des conseils détaillés tout au long du processus. Passons maintenant à la présentation suivante. Nous allons maintenant entamer le thème central de cette formation, c'est-à-dire l'analyse des données et les principaux résultats. Il y a beaucoup de données VDF et il y a donc beaucoup de choses que nous pouvons dire. Commençons par comprendre les objectifs clés de cette session de formation. Tout d'abord,
Merci à tous d'avoir téléversé avec succès les données sur Survegismo. Nous espérons que tous ont pu consulter le site web de VDF 2019 et explorer le tableau de bord de visualisation des données. Comme vous l'aurez probablement remarqué, le tableau de bord ne reprend pas systématiquement toutes les questions posées dans les questionnaires. Vous aurez probablement aussi vu que les questions qui ont été posées à toutes les personnes interrogées, administration locale, organisation de la société civile et communauté, ont été regroupées. Il y a beaucoup de données VDF et de nombreux résultats intéressants peuvent être tirés de ces données. Aujourd'hui, la séance de formation vise donc à susciter la réflexion sur comment extraire ces informations du tableau de bord des données, comment présenter cette formation sous forme de, ces informations sous forme de résultats et comment hiérarchiser les résultats et en tirer des conclusions. Et à partir de là, comment utiliser ces résultats pour concevoir des plans d'action locales et des messages locaux pour le plaidoyer. Cependant, nous devons aussi comprendre certains termes avant d'aller de l'avant. Ces termes fixent la grammaire pour l'ensemble de l'exercice que nous essayons d'entreprendre aujourd'hui. Tout d'abord, qu'entendons-nous lorsque nous utilisons le terme résultat? Un résultat est ce qui montre les données, par exemple, que la menace prioritaire pour les communautés peut être les glissements de terrain, mais que pour le gouvernement, elle peut être le conflit. Qu'entendons-nous par conclusion? Une conclusion est ce que le résultat veut dire. Ainsi, en continuant avec l'exemple ci-dessus, la conclusion sera que les menaces auxquelles les communautés accordent la priorité sont différentes des menaces auxquelles le gouvernement accorde la priorité. Ensuite, qu'entendons-nous par recommandation? Une recommandation est la meilleure ligne de conduite à adopter à la lumière de la conclusion. Par exemple, en prenant l'exemple ci-dessus, nous pouvons recommander que le département de la gestion des catastrophes alloue, dans son plan annuel 2020, plus de ressources à la prévention des glissements de terrain par le reboisement. Une autre recommandation pourrait aussi être il faudrait que des comités locaux soient établis pour alimenter systématiquement les priorités dans les plateformes nationales pour la RCC. La diapositive suivante est un résumé de ce que je viens d'expliquer comme exemple. Passons à la diapositive suivante. Cependant, ce n'est pas si simple. Pour en arriver aux conclusions et recommandations, nous avons besoin de connaissances supplémentaires pour brosser un tableau complet. Ces informations s'ajoutent à celles qui figurent dans le tableau de bord des données. De quoi avons-nous donc besoin en plus? Nous avons besoin d'informations sur le pays, la communauté, les politiques et les programmes, ainsi que sur les actions entreprises par les différentes parties prenantes. D'où obtenons-nous ces connaissances? Nous obtenons ces informations de vous, les travailleurs sociaux et les organisations, c'est-à-dire de vous, les OCN et les OP, et surtout du Comité consultatif national. À vous tous, vous formez un groupe diversifié de parties prenantes ayant une grande connaissance du contexte de risque dans vos pays respectifs. Les diapositives suivantes nous feront comprendre les principes de base sur A. Comment extraire les résultats. B. Comment hiérarchiser les résultats. Et C.
Comment tirer des conclusions? Nous utiliserons des captures d'écran du tableau de bord de visualisation des données à utiliser pour certains de ces exercices. Voyons comment extraire les résultats des données. Voici quelques-unes des questions auxquelles vous devriez essayer de trouver des réponses afin d'identifier les tendances et les schémas. 1. Quelle a été la réponse la plus fréquente à cette question? 2. Quelle a été la réponse la moins fréquente à cette question? 3. Qui a donné ces réponses? Comparez donc communauté, OSC, représentant d'administration locale. Y a-t-il une différence dans les réponses selon le sexe, l'âge ou le handicap? Essayez ensuite de voir s'il y a d'autres questions sur le tableau de bord qui pourraient corroborer ou compléter ces réponses. Faisons maintenant un exercice d'extraction des résultats. Commençons cet exercice par une simple question. Quelles sont, en Inde, les priorités des communautés à risque? Cette question nous aidera à identifier les tendances sur la façon dont les gens perçoivent et hiérarchisent les différentes choses qui ont un impact sur leur vie au niveau national. Pour ce faire, vous devrez suivre les étapes suivantes. Allez d'abord à l'écran Menaces, conséquences, actions, obstacles. Appliquez ensuite le filtre And. Vous obtiendrez le résultat suivant. Alors, qu'avons-nous trouvé? En Inde, nous avons conclu que 18,12% des personnes interrogées sur les menaces ont donné la priorité aux inondations, suivies par les tremblements de terre et les sécheresses. Est-ce une représentation exacte? Oui, parce qu'à l'heure actuelle, près de 8 États en Inde sont confrontés à de graves inondations. Et pendant les mois d'été, près d'un tiers du pays a été touché par la sécheresse. Comment résumer ce résultat? Rédigez une phrase claire et simple que peuvent comprendre, même les personnes qui ne sont pas dans le cercle de RRC. Par exemple, en Inde, les inondations sont de loin la menace prioritaire la plus mentionnée. Ajoutez ensuite une phrase sur les données disponibles dans le tableau de bord et étayez-la par des informations secondaires supplémentaires, comme nous en avons discuté dans la diapositive précédente. Passons à l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, boostons un peu nos neurones et essayons d'identifier les tendances qui nous obligent à poser plus d'une question. Et celles qui nous obligent à examiner les données dans plus d'un ensemble de réponses. Posons-nous la question: pourquoi les communautés ne participent-elles pas à la conception des politiques en Inde? Vous devez identifier ces questions avec soin. Ce ne sont pas des questions simples auxquelles on peut répondre directement en appliquant quelques filtres. Ces questions exigeront que vous posiez plus d'une question pour arriver au bon résultat. La question que vous ne devez surtout pas oublier de vous poser est:
Y a-t-il d'autres questions dans les questionnaires VDF qui peuvent compléter les résultats sur ce point? Voyons comment nous pouvons arriver au résultat correspondant à la question principale. Sur cette diapositive, nous avons quelques questions. 1. Les collectivités participent-elles à l'élaboration des politiques? 2. L'opinion change-t-elle en fonction de qui a répondu à la question? 3. Quels facteurs d'environnement favorables ont permis ou entravé cette inclusion? 4. Quels sont les facteurs qui facilitent ou empêchent l'inclusion? Cinquièmement, donc, ces facteurs changent-ils selon la personne qui a répondu? Pour trouver les réponses à toutes ces questions, vous devrez suivre les étapes suivantes. Tout d'abord, allez à l'écran intitulé Engagement avec la communauté de la part du gouvernement. Filtrez ensuite les données par pays. Dans le cas présent, nous les avons filtrées en sélectionnant And. Allez ensuite à la question portant sur votre administration locale échange-t-elle avec votre communauté, y compris les personnes les plus vulnérables, lors de la préparation des politiques, plans et actions visant à réduire les risques et menaces. Examinons les données. « 37,76%, arrondissons à 38%, des répondants ont dit que les communautés ne participent pas. Ainsi, la réponse à la question « Les communautés participent-elles à la conception des politiques ?» peut être rédigée ainsi. Près de 38% des personnes disent que les communautés ne participent pas du tout et près de 27% disent que les communautés ne participent que dans une mesure limitée à la conception des politiques. Voyons maintenant si les réponses changent en fonction de qui a répondu à la question. Restez sur le même écran. Il suffit d'ajouter un autre filtre. Filtrons les données en sélectionnant comme type de répondant administration locale seulement. Sur cette diapositive, nous voyons les réponses de différents types de répondants, comme les répondants des administrations locales et les répondants enfants. Passons maintenant à la question de savoir quel environnement favorable est ou n'est pas en place pour faciliter l'inclusion. Suivez alors ces étapes. Tout d'abord, allez à l'écran intitulé Environnement favorable à l'inclusion. Filtrez ensuite les données par pays. Une fois de plus, nous avons filtré en sélectionnant And. Analysons les données pour comprendre s'il existe des structures et des mécanismes en place pour évaluer et traiter les principales menaces des communautés. Les réponses peuvent être résumées comme suit. Près de 41% des répondants affirment qu'il n'y a aucun bureau désigné ayant la responsabilité d'évaluer et de traiter les principales menaces qui pèsent sur la communauté. Et plus de 31% des répondants affirment qu'il n'y a aucun mécanisme juridiquement reconnu pour évaluer et traiter les principales menaces qui pèsent sur la communauté. Passons maintenant à la question suivante, à savoir quels sont les facteurs qui facilitent ou empêchent l'inclusion. Pour trouver les réponses de cette question, suivez les étapes suivantes. Allez d'abord à l'écran intitulé « Facteurs empêchant ou facilitant l'inclusion ». Réglez ensuite le filtre par pays sur And. Vous verrez cet écran. Résumons les réponses. Nous voyons que les gens
invoque principalement le manque de temps comme raison d'une inclusion limitée des communautés, mais la sensibilisation, l'accessibilité et l'éducation apparaissent également comme des facteurs. Ceci nous amène à la dernière question, à savoir, ces facteurs changent-ils en fonction de qui a répondu? Nous restons sur le même écran et ajoutons quelques filtres supplémentaires. Voyons ce qu'ont répondu les femmes, les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Lorsqu'ils sont filtrés par groupe de répondants, les facteurs peuvent augmenter ou diminuer en fonction de la réponse la plus courante pour ce type particulier de répondant. Par exemple, les données non filtrées montrent le manque de temps comme raison d'une inclusion limitée des communautés. Mais lorsque les réponses sont filtrées par genre, le manque de sensibilisation grimpe et devient la principale raison pour laquelle l'inclusion ne se produit pas. En conséquence, le résultat relatif à la question principale pourquoi les communautés ne participent-elles pas à la conception des politiques en Inde peut être compilé sur la base des résultats des sous-questions. Voilà comment vous pouvez trouver des résultats qui n'apparaissent pas nécessairement directement et qui nécessitent que vous creusiez un peu plus profondément dans les données. Donc, en poursuivant, comprenons qu'il y a un nombre n de résultats que vous pouvez tirer des données VDF. Vous ne pouvez pas tout traiter dans votre plan d'action local. Et votre plaidoyer sera plus efficace si vous vous concentrez sur un nombre restreint de messages. Par conséquent, vous devez hiérarchiser vos résultats. Une fois vos résultats hiérarchisés, vous devez réfléchir aux conclusions que vous pouvez tirer qui vous serviront de base pour cibler votre plan d'action local et votre plaidoyer. Tout d'abord, vous devrez prendre le temps d'explorer les données et d'essayer différents filtres. Essayez d'extraire autant de résultats que possible. Ensuite, pour vous aider à hiérarchiser les meilleurs résultats, réfléchissez à ces questions avec votre comité consultatif national. Les résultats qui répondent le mieux à ces questions devraient être sélectionnés comme résultats prioritaires pour votre plan d'action local, votre rapport national et votre plaidoyer. Une fois vos résultats hiérarchisés, vous devez réfléchir aux conclusions que vous pouvez en tirer. Vous avez besoin de poser quelques thèmes de conclusion et de poser des questions qui pourraient vous stimuler. Avec votre comité consultatif national, examinez les résultats prioritaires et demandez-vous qu'est-ce que cela signifie. Vous voudrez peut-être dresser une liste de questions incitant à la réflexion auxquelles vous tenterez ensuite de trouver les réponses dans vos résultats. Nous avons proposé quelques thèmes de conclusion et quelques questions qui pourraient vous stimuler. Cependant, vous aurez, sous ces thèmes, d'autres questions qui sont plus particulièrement pertinentes dans votre contexte. Les 3 thèmes que nous avons retenus sont les suivants. 1. Menaces prioritaires. Cela vous incite à vous demander si les menaces prioritaires perçues par les communautés les plus menacées sont également une priorité de la stratégie nationale des RRC. Les bonnes mesures sont-elles prises pour réduire les menaces? 2. Inclusion. Quels sont les groupes exclus ou les moins inclus dans le processus de renforcement de la résilience? Quels sont les obstacles?
où l'inclusion est-elle une réalité et quels sont les facteurs qui contribuent à la faciliter. 3. Cohérence. Les risques liés au développement sont-ils pris en considération? Les menaces sont-elles traitées de manière intégrée dans la communauté ou le pays? Le processus que nous avons entrepris aujourd'hui a pour objectif de vous aider à rédiger un rapport de conclusion reposant sur les résultats du tableau de bord des données VDF. Le rapport de conclusion doit être soumis avant le 30 septembre 2019. Le rapport de conclusion mènera plus loin au processus de planification de l'action locale et au plaidoyer. J'espère que ceci était clair. Passons maintenant à la compréhension du format du rapport de conclusion. Maintenant, examinons ensemble le rapport. Étant donné que VDF 2019 diffère des VDF précédentes et que le rapport national sera un outil sur la base duquel seront entreprises d'autres projets d'activité du projet, nous avons planifié le processus de rédaction du rapport de façon progressive. Tout d'abord, les OCN rédigeront un rapport de conclusion, ce que nous allons faire maintenant. Ce bref rapport se concentrera sur les principaux résultats et conclusions du tableau de bord de visualisation des données VDF. La deuxième partie du rapport, dont l'achèvement signifiera l'achèvement du rapport national final, ne sera rédigée qu'après la mise en œuvre des plans d'action locale. Cette moitié du rapport s'appuiera sur le rapport de conclusion et ajoutera des sections sur les effets des plans d'action locale, des exemples de réussite et des messages clés de plaidoyer. Le rapport de conclusion vous aidera, vous, vos partenaires et les membres de votre communauté à 1. Amorcer des discussions et identifier les actions à inclure dans les plans d'action locales. 2. Identifier les tendances clés sur la base desquelles les principaux messages et recommandations de plaidoyer peuvent être formulés. Le rapport de conclusion comprendra 4 sections. Comprenons le contenu de chaque section. La première section du rapport donnera un aperçu du projet. Elle sera très précise et ne devrait pas dépasser une page au total. La première moitié sera consacrée au projet mondial. Le texte standardisé sera fourni par l'équipe VDF. La moitié suivante sera une vue d'ensemble du projet VDF 2019 dans votre pays. Elle devrait donner des renseignements sur l'OCN, le CCN et les OP. Elle fournira également un bref aperçu de la façon dont les enquêtes ont été menées et les données entrées dans Survigismo. Les noms détaillés des membres du CNN et leur profil, le nom des OP et les communautés dans lesquelles elles ont mis en œuvre le projet. Tous ces renseignements peuvent être fournis dans des listes faisant partie des annexes. La deuxième partie du rapport portera sur la sélection des secteurs à risque, la taille de l'échantillon et les communautés. Ce document ne doit pas dépasser une page et demie. Le bon côté, c'est que nous avons déjà rédigé les parties de cette section dans les rapports de la phase préparatoire qui ont été soumis dans le cadre des livrables du projet. Cependant, pour nous assurer que tous les aspects de ces sections sont couverts, discutons en détail de chaque sous-section. La première partie fournira des renseignements sur les domaines de risque avec une justification détaillée des raisons pour lesquelles ces domaines de risque ont été considérés comme prioritaires plutôt que d'autres. La deuxième partie fournira des renseignements sur la taille de l'échantillon pour chaque enquête avec une justification détaillée.
La dernière partie fournira des renseignements sur les communautés avec une justification détaillée de la sélection de ces communautés. La troisième partie du rapport communiquera les résultats du tableau de bord de visualisation des données. Bien que nous soyons en mesure d'identifier un nombre n de résultats, nous devrons concentrer nos actions au niveau communautaire et nos efforts de plaidoyer sur le traitement d'un nombre restreint de résultats prioritaires. N'abordons donc dans cette section du rapport que les résultats hiérarchisés, accompagnés d'une justification détaillée des raisons pour lesquelles ces résultats sont considérés comme prioritaires plutôt que d'autres. Essayons d'identifier un minimum de 3 et d'un maximum de 6 résultats prioritaires au niveau communautaire pour chaque communauté et au niveau national. N'oubliez pas d'utiliser des captures d'écran tableau de bord des données pour étayer le narratif de chaque résultat hiérarchisé. La dernière partie du résultat portera sur les conclusions hiérarchisées émanant des résultats hiérarchisés. Encore une fois, essayons d'identifier un minimum de 3 et un maximum de 6 conclusions prioritaires au niveau communautaire. Un format Word détaillé pour le rapport de conclusion sera communiqué à toutes OCN d'ici le 15 septembre 2019. Pour mémoire, le rapport de conclusion doit être présenté le 30 septembre 2019. J'espère que la formation a permis de clarifier la voie à suivre. Questions, interrogations ou doutes, n'hésitez pas à contacter l'équipe VDF. Merci d'avoir passé ce temps avec nous.